Pour l'instant, nous tenons avant toute chose déjà à vous saluer, à vous remercier d'être là et à reconnaître que l'événement de ce soir vous parvient, se tient plutôt en territoire autochtone non cédé. Nous reconnaissons de plus que la nation ghanéenne Gehaga est la gardienne des terres et des eaux de ce territoire. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Et nous tenons à réitérer notre solidarité avec nos sœurs et frères des Premières Nations et émettons le vœu que ces paroles-là ne demeurent pas lettres mortes, mais se transforment également en actions concrètes. So first and foremost, we wish to acknowledge that this event comes to you from unceded indigenous lands. The Ghanaian Gahaga Nation is recognized as the custodians of the lands and waters on which we gather today. Tiohtià:ke, Montreal is historically known as a gathering place for many First Nations. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. And we further want to reaffirm our solidarity with our sisters and brothers of the First Nations. I will now turn it over to Nigel for further opening remarks. Nigel, sorry, can I just jump in just to let people know that this meeting is being recorded, and we're also going to be live on Facebook. So if you don't want to be seen or anything, just turn your cameras off, please. And you can also change your name if you don't want your name to show. Thank you. Thank you, Samantha. Thank you very much. Welcome, everyone. It's such a pleasure having you back here and sharing with you these issues about literature, community, and identity, of course. Thanks for your presence and your support. This is bienvenue tout le monde. Alors, on apprécie alors votre participation alors, et votre partage dans ces discussions sur la littérature et sa pertinence à la communauté. This is the last of the four series that this last of 4 events in a series that's based on literature and discussion, dialogue, that purports to explore issues relating to the Black community and our presence here in Montreal and I'd say Quebec. The first was media and Montreal's Black communities. The second was social justice and the Black communities. And the third was exile and alienation in relationship, of course, to the Black community. And tonight we are looking at literature and community building. We are grateful to the Secretariat. Where do I have my paper? We're grateful to the Secretariat aux relations anglophones du gouvernement de Québec pour son appui. And we certainly appreciate the fact that the BCRC, the Black Community Resource Center, invited us to be part of this event. We are actually presenting it conjointly with the BCRC, the lecture logos readings, and of course, Kola Magazine. Throughout the 4 events, I've had the collaboration of my fellow host, Maggie Metellus, who is here with us as always.
Thanks, Maggie. We have Samantha, and let me get the pronunciation of your name right, Samantha. Yinwumuntu of the BCRC, who is making sure that we don't go awry tonight. And of course, there is Dr. Bain, Dr. Clarence Bain, and Rihanna Francis of the BCRC, whom we also have to thank for their collaboration in this process. I hope I haven't forgotten anyone. J'espère de ne pas avoir oublié quelqu'un, mais alors, les gens sont, alors vous êtes généreux, alors vous allez me pardonner si c'est le cas. Right. So we have 4 participants tonight for our discussion. And they are, I shall begin. The way we'll proceed is that all 4 participants will do the readings, short reading. I'll introduce them, they'll do a short reading, and after that, we'll have a discussion. And the last 20 or so minutes of the evening would be given over to your questions, which we ask you to post in the chat. Bon, nous avons 4 participantes, alors ce soir. Ils vont lire d'abord, et puis après, on passera à la discussion. Finalement, les 20 dernières minutes de la soirée seront accordées à vous, l'audience, pour poser vos questions, et vous le faites dans le chat. Merci. Et bon. So our participants are Elena Studley, Blossom Tom, Webster, say Ali Ndiaye, and Jason Salman. Je pense que j'ai massacré votre nom, c'est ça, Webster? Non, non, c'est parfait. OK. OK, très bien. OK. Je vais d'abord, introduire alors Jason. Samantha, peux-tu me donner le split screen? Est-ce que moi, je peux le faire moi-même? Oops. No, I'm gonna put it on him. Give me a second. Oops. Why am I not getting, okay, all right, okay, I see what it is now. Okay, so here we have, I wanted your text to be on, Jason, the introduction for you. Something hasn't gone right. Did you want to share your screen, Nigel? I want my screen to be shown so that we can see Jason and the text introducing him. Okay, you can share your screen. So if you go on the bottom, there's a green thing that says share screen. You can share your screen there. Lots of nonsense coming up on the bottom of my screen. Okay. Just sorry about that. I just have this soda program coming up at the where do I okay, here it is. All right. Nope. Bottom screen is green. Yeah, I have it. Green. I see it, but I'm not. If you click on it. Okay. Okay. Hold on. Where is Jason? There. All right. Fine. I finally got it. Okay. There we have Jason Blackbird Salman,
and he is a Montreal-born poet and trumpet player. He's the author of The Freedom I Stole, 2007, Cumulus Press, and Africa as a Dream That Travels Through My Heart, 2016, Howl. His work is grounded in the themes of ethnomusicology, surrealist expression, love, and the intersection of masculinity and emotional vulnerability. Welcome, Jason. Our next contributor, participant is Elena Studley. Elena est chanteuse, autrice, compositrice et conceptrice sonore, en plus de se consacrer à l'organisation communautaire. Née à Tiohtià:ke, Montréal, elle joint souvent sa passion pour la justice sociale et la libération des personnes noires à ses pratiques artistiques. Son travail de conception sonore a été utilisé dans plusieurs pièces de théâtre et elle était dans la catégorie conception sonore elle a été nommée dans la catégorie conception sonore exceptionnelle au Montreal English Theatre Awards. Born in Montreal, singer, author, composer, community organizer, that's Elena Studley. She employs her art in the struggle for racial justice. Her work is widely used in the theater. She received a Meta nomination for her outstanding soundtrack work. And next we have Webster, Ali Ndiaye, alias Webster, est un vétéran de la scène hip-hop québécoise. Il s'intéresse particulièrement à l'esclavage et la présence afrodescendante au Québec et au Canada depuis l'époque de la Nouvelle-France. Webster est l'auteur d'un manuel d'écriture hip-hop à l'ombre des feuilles et d'un livre jeunesse à propos d'Olivier Lejeune, le premier esclave africain au Canada. La graine de sel. C'est en triomphe 2019. Il était aussi le commissaire de l'exposition Fugitif présentée au Musée national des beaux-arts du Québec en 2019. Et le texte en anglais, vétéran de Québec hip-hop scene, Ali Ndiaye, aka Webster, is especially interested in the presence and heritage of slavery in Quebec and Canada. He has authored In the Shadow of the Pages, a hip-hop textbook, and a young people's book, The Grain of Sand. These are my translations, they're not official. Grain of Sand about Olivier Lejeune, the first known Black slave in Canada. In 2019, he was commissioned to create the exhibition Fugitives for the Fine Arts Museum in Quebec. And finally, there is Blossom Tom. Blossom is a poet, editor, and proofreader. Her poems document Black experience, play with form, and occasionally include embedded text. Her poetry has appeared during art collaborations and in literary magazines. Blossom emigrated with her family from Guyana to Southern Ontario, where she was raised. Blossom holds an MFA, Masters in Fine Arts in Creative Writing from National University, and an Honors BA in Religious Studies from McMaster University. Welcome to all of you. Thanks. All right, so I would, in terms of beginning readings, I would start with you, Elena. How is that? You have to unmute your phone, your sound. Okay, let's see. We can't hear you well, Elena. I don't know if it's your sound, but we can't hear you. Okay.
No. Oh boy, I have to get down here and hold on a sec. I have to do something about my screen. Oh, we can hear something. It might be your microphone, Elena. If you have a headset or anything, maybe it might be plugged in or something. Normally it works. You're good. You're good there. I don't know if you just need to be closer to your computer because we could hear you there. No, it's just that I had a sound system on Bluetooth and I turned it off. But is it possible to take off this share screen? Absolutely. Nigel, if you just go down to share screen, you can unshare from there. That's what I'm trying to do here, and it doesn't seem as if. If you go back to your Zoom screen. Okay, let me just hold on a sec. Let me see if I can just get this text off from here. Okay. So if you go back to Zoom, you can press stop sharing. So you just gotta open up your Zoom again. My Zoom icon is frozen. Uh-oh, I'm not sure. Show grid, sorry. I am frozen here. Maybe someone can reclaim the host and then just close the screen for Nigel. Yes. Okay, I can see. Okay, I have stopped share. Okay, fine. All right, I think we're all right. We're all right now. Fine. Amazing. Yes. Okay, so you stay with me on the stage or you close your screen as well? Okay. Yeah, I only see me. Oh, do you? That's great. I think this is perfect. Okay, thank fine. you. Go ahead. Thank you for having me today. Je vais lire un texte de Gary Victor, un extrait du livre Chronique d'un leader haïtien comme il faut, des histoires de Albert Buron, un personnage qui est un peu le Homer Simpson haïtien, maladroit, mais avec des positions toujours de plus en plus importantes. Et il a écrit un texte sur le sétoupamisme. Je cherchais une façon de pouvoir exprimer le travail communautaire et en fait, la façon la plus efficace que j'ai trouvée, c'est de trouver un texte qui parlait de son opposé, le sétoupamisme. Sétoupamisme, c'est un nom plutôt curieux pour une doctrine politique. Albert Buron répond, le terme capitalisme vient du capital et communisme de commun, mise en commun. Le sétoupamisme est un terme créé à partir de l'expression créole sétoupam, qui veut dire à mon tour maintenant. Petite bréviaire du sétoupamiste d'Albert Buron. Sétoupamiste, tu es libre et indépendant. Depuis le jour où tu as dit aux colons blancs, c'est tout. Sétoupamiste, laisse-les marcher. Laisse-les protester, laisse-les discourir, laisse-les sangloter, laisse-les crever. Si l'Anglais avait comme nous une queue, Gandhi ne lui aurait pas volé l'Inde, c'est tout pam. C'est tout pam. Tu es plus que surhomme, tu es la surbête. T'abreuvant de la haine de l'autre, de la haine de soi, de la haine de la lumière, lumière accoucheuse d'ordre, c'est tout pam. C'est tout pamiste. Sois comme l'électron, impossible à localiser dans le temps et l'espace, ici et nulle part et ici, c'est tout pam. C'est tout pamiste. Rappelle-toi ceci. Ta forêt luxuriante existe encore. C'est ta culture imprenable, inconcevable, inaccessible. La tanière de la surbête, c'est tout. C'est tout pamiste, fils de marron. Rappelle-toi ceci. Le passé est un rêve, le rêve une chimère, le futur une chimère. Ne pense qu'à aujourd'hui et le diable t'ouvrira les portes.
C'est tout pas mixte. Comme un poisson dans l'eau, comme le guerriero dans la nature, comme un révolutionnaire dans le peuple, tu seras dans l'univers de l'étranger. Mais ne te laisse pas pervertir par sa morale et ses idéaux. C'est tout pam. C'est tout pas mixte. Le temps est une chimère. Le pays est une plus grande chimère. Le peuple, notre monture, et sa misère, les douces mamelles où nous puisons l'essence de notre rêve. C'est tout pam. C'est tout pas mis. Frère de la diaspora, hurle ta haine de l'ordre. Abat les feux rouges. Abat la loi. Abat la normalité. Abat la modernité. Abat le clean. Vive les mouches. C'est tout pam. C'est tout pas mis. La Constitution est comme le papier hygiénique de ta toilette. Tu t'en sers quand tu en as besoin. C'est tout pas. C'est tout pas mis. Dans le secret de ta tanière, masturbe-toi devant les mémoires d'un leader du tiers-monde et éjacule sur la démocratie. C'est tout pas mis. Fabrique ton masque avec la parole de l'étranger. Tes principes moraux seront ton bouclier. L'appétit de ses fils dégénérés, ton plus pur allié. C'est tout pas. C'est tout pas mis. Entends-tu l'étranger? Il parle des droits de l'homme, droits de l'autre. Ah bah l'autre. Mais où est l'autre? Un télescope pour voir l'autre. Et où est l'homme? Au pays de la surbête, c'est tout pas. C'est tout pas mis. Ne commets plus la même erreur. Ne cherche ni un médecin, ni un prêtre, ni un agronome, ni un pasteur, ni un boko, ni un intellectuel. Il te passera par-dessus et te pissera sur la tête. C'est tout pas. C'est tout pas mixte. Merci, 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 merci. Bon, nous passerons maintenant à Jason, Jason Salman. All right. Jason? Okay. Yes. All right, your turn. All right. Good evening, everyone. Thank you for having me, Mikey, Nigel, everyone at Logos. And I'm going to do one short poem, and I picked it because it's about reconciliation. And I think for us as community, as communities, that's really important for us to move forward. We have to reconcile with one another in the micro and in the macro in terms of how we deal with one another. I think Logos is a great example of us coming together, but we need to do more of that in terms of all the subsets of who we are, of Black people, people of color, of people on this earth. Without, truth, reconciliation, honesty, there isn't a moving forward. So I picked that poem for that reason, so that we can build community. And sometimes that means apologies. I came home, though I knew I wasn't wanted there. To show my face, to give it value, to face the music, to listen to it too, to pick up the pieces of a broken crown, ashes to ashes, dust to dust. Before I leave this place, I would like everything to be in order with my heart and the hearts of those that I wish to inhabit, to build a legacy on one apology, at last in love, with love. If we are crying now, at least we are crying together, young and old, the innocent and those less than so,
in a house made home by a reconciliation, a homecoming that no one expected. Thank you very much, Jason. You're welcome. And our next reader, notre prochain lecteur, participant, c'est Webster. Okay. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci de m'inviter pour partager avec vous ce moment. Et félicitations aussi à Elena et Jason, c'était excellent. J'ai très hâte d'entendre Blossom aussi. Le poème, texte que je vais vous partager aujourd'hui, je l'ai fait pour une occasion particulière. C'est que l'Organisation des Nations Unies, le 25 mars prochain, comme à chaque 25 mars, en fait, célèbre ou commémore les victimes de l'esclavage, de la traite transatlantique. Et ils m'ont demandé d'écrire un texte pour l'occasion. Et donc, j'ai écrit ce texte-là, mais j'avais envie de vous le partager avant l'ONU, en fait. Et donc, pour ma part, au lieu de parler de personnes asservies, ou du moins, je vais parler de ces personnes, mais sous l'angle de la résistance. Parce que je pense qu'on ne parle jamais assez de résistance quand on parle de cette pratique et de cette histoire. Et donc, ça s'appelle tout simplement résistance. Résistance. Le seul mot qui rime avec esclave. Je l'entends du fond de l'Atlantique et de ses rives quand elle s'exclame. Je l'entends dans le désert et au travers de l'océan Indien. Résistance gravée dans les paumes de la nuit quand elle scintille. Je suis la mort, murmure de la conspiration. Au même moment, je suis la vie, libre, bien avant qu'il pense abolition. Je suis marron, je suis montagne, toujours la cime vers l'horizon. Je suis caverne et je suis grotte, pour la terre, une oraison. Car blottie en son sein, elle me porte telle une prière. Je suis la dague et le poison, un point nu et une pierre. Je suis mère, résistance, qui éteint son propre enfant. Et parfois, je suis les vagues, un refuge du plus profond. J'étais chandelle, en un souffle devenu vent, se réapproprie un choix étouffé quand je vivais. Au quotidien, je suis lenteur de la cadence, le sable dans l'engrenage, un message codé dans les danses. Je suis vaudou, santeria, résistance spirituelle, traditions et syncrétisme. Je suis le sable tiré des dunes, enfermé dans la cale et répandu sur une autre plage. Un bateau à bon port, et c'est bien là qu'est le naufrage. Vendu par poignée au plus offrant qui l'empoche, j'en ai fait un château, la dignité des qui l'embauchent. Je suis zombie, je suis Toussaint, je suis Nat et puis Louis. Je suis l'honneur des fugitifs qu'on a cloués au pilori. Je suis Nani et Solitude, Margaret et Harriet. Aussi, je suis la dernière balle glissée de peine aux barrières. Résistance. Aujourd'hui, je suis la vie des Noirs qui compte. Je suis colère, je suis la voix qui ne se taira pour quiconque. No justice, no peace. Je suis pas qu'un rêve, une illusion. Attends de voir ma prochaine forme. Vous m'appellerez Révolution. Voilà. Merci. Merci. Myself. Well, and now, thank you so much. Now we turn to Blossom. Blossom, where are you? Here I am. Okay. All right. Okay. The floor is yours. Thank you for inviting me. I'm going to go rogue and read two poems. The first is titled Just a Minute.
And it was written on the 15th of June of last year. Yesterday, I saw the blue line take a knee, while Kaepernick's maligned and sidelined like the red line. His gesture of dissent snatched, a forced publicity stunt run on every station. Take a minute to breathe. Out of chaos, a shooting star burns out in atmospheres of fear, plummets past chores and chants and stories. 26 stories, fallen. Another broken body on our concrete trail. Take a minute to breathe. Wonderful. Social feeds serve bodies bludgeoned and lynched. Post pokes keeps the corpse swaying. Likes swarm like flies. Colonize video, fresh flesh. Take a minute to breathe. Take another one. And another, ad infinitum. A lady of business caught in a low stakes game rakes the birder, hoping he'll draw dead. She plays a racist card, then a victim. Terror's trill quivering her voice. Drills instilled by the lady who lied on Emmett Till never die. Take a minute to breathe. I'm going to read another short piece, if that's okay, Nigel? Okay. And Maggie? The Garden of Dutiful Women. Damsels swallow doubt, dance on the edge of blades. Angels sow seeds into the hems of our skirts. Noisemakers, guide us to build futures of ease. Grudges fall, rot on the garden's sterile soil. Eve plucked and left to spoil, easily bruised like ripe fruit. Too heavy for boughs, we fall, skirts rattling. Our secrets, rich as port wine, sweeter than spite. Under the guise of fragility, we wait, sabers drawn. Sun glints from blades shiny as thoughts. Ideas dropped and trod upon take root. Shoots toil, draw our minds to harvest feasts. We'll share wine, dance, expose bloodied ankles with each twirl. Angels acquiesce, sow seeds under the realm of our skirts. Whirling, we step on the edges of blades. Thank you. Oh, wonderful, thanks. Thanks to all of our readers. Merci à tous nos lecteurs pour les poèmes, le texte en prose d'Elena. Merci, merci, merci. At this point, we pass over to the discussion, and let me make sure that I get into a smaller frame here. I see you, Jason, but I see nobody else. Gallery view, okay. Elena, Webster, where are you? Webster's there, okay. Jason, okay, fine. Right, okay, fine. Blossom, you are up to the top, good. Okay, so we begin. I did send the questions to our guests so that they wouldn't be surprised, our participants, so they wouldn't be surprised. Okay, we begin. The very first question is, what in your opinion is literature's value to society? Quelle valeur apporte la littérature à la société? Et, who wants to go first? Should we do paper, rock, scissors, or? Sorry? Should we play paper, rock, scissors to decide? Okay, no, qui commence? Can you repeat the question, Nigel? What in your opinion is literature's value to society?
I can go first if that's okay with the others. Sure. So I'm going to give you a metaphor, right? Of course, I'm a poet. Let's say you're sitting on a park bench with a friend, right? And one of you is sort of looking to the left and the other sort of looking to the right. Some of your view is going to be the same, but you're going to see a different frame. You're seeing a different perspective of the park. You're seeing different sections of the park. And literature helps you see what someone else is seeing, their part of the park or their perspective of what's going on. Yeah, that's a pretty good, yeah, it gives us a perspective that we might not actually have. Anyone wants to comment any further? Yes, Webster. Webster. Jason, were you about to go? Huh? Yes, but go ahead, Webster. It's okay. Go ahead. OK, thank you. Merci. En fait, ce que j'allais dire, c'est que c'est très vrai, Blossom. Merci. Je pense que la littérature est importante pour pouvoir exposer des sentiments, partager des réalités, des perspectives. Toutefois, il y a beaucoup d'autres médiums. Et souvent, on a fait un peu un culte de la littérature qui a occulté certaines autres choses. Et si on pense en Afrique, admettons, les griots et toute la tradition orale qui, avec la colonisation, on a subordonné à la littérature. Donc, la littérature est importante. Toutefois, trop souvent, on la fait passer par-dessus d'autres formes de communication qui, en tant que personnes afrodescendantes, est proche aussi de notre histoire et dont on est quand même déconnecté si on ne fait pas les recherches, si on ne plonge pas dans ces notions-là. Et bien sûr, il y a des nouvelles manières aujourd'hui qui, pour moi, sont le croisement entre l'art oral et la littérature, qui est, bon, je prêche pour ma paroisse, mais qui est le rap. Le hip-hop, pour moi, on est un peu au croisement de ces traditions, de ces arts-là. Donc, je crois que oui, la littérature est importante, mais il y a d'autres choses aussi je trouve qu'on la met trop souvent sur un piédestal versus tout ce qu'on peut apporter d'autre autour, qui finalement amène d'autres manières de voir, d'autres manières de faire et d'autres manières d'être aussi. Donc, alors, tu es en train de dire que, alors, on doit le sortir de son contexte, alors, d'élitisme. C'est ce que j'entends? Ben, entre autres, oui. Et comme je dis, je trouve que c'est important, mais il y a autre chose d'important aussi. Et le fait de mettre la littérature sur un piédestal, notamment à travers la colonisation, nous a extirpé des formes traditionnelles d'expression avec lesquelles on est plus en contact aujourd'hui, mais qui sont tout aussi importantes en mon sens. Okay. Jason, Elena? I think to build on what Blossom and Webster have said, literature allows us to tell our stories and give our point of view to the rest of the world. It's not the only means. We come from an oral tradition, as Webster is saying, and I think the onus is on us to pass on our narratives, our victories, our defeats to the next generation through our literature, but also through the orality. Because a lot of what we know what we have experienced in this city, country, continent, planet, in this modern time is not being passed on. The big stories, but also the stories that we might think are too small, our family histories, what we have experienced within the closest units, looking at our own personal histories, which I've had to investigate a little bit in the last little while. We're not passing these things on like we need to be. And these things are important. So it's going also back to what Webster's saying in terms of what is highbrow, what is elite.
we have to also vault things that we think are not as important. And when I say that, I mean our personal histories, that those things have value and need to be, if not written down, passed down, so we know who we are in terms of our history here in these nations, but also our history within our families. And literature allows us to do that, but it's not the only means. Okay. Elena, tu auras quelque chose à ajouter, bien sûr. Oui, je vais paraphraser parce que je ne connais pas exactement la phrase. Si vous la connaissez, je vous invite à me corriger. Mais la citation de Nina Simone qui explique que la responsabilité de l'artiste, c'est d'exprimer les pensées, moi je vais dire les pensées de l'époque, de la société du moment. Puis je pense qu'en tant qu'artiste, on peut tous faire ça. Et je vois, un peu comme à peu près tout le monde l'a dit, je vois une œuvre d'art comme un moment où je prête un peu mon univers à quelqu'un d'autre et peut le vivre pendant un moment et expérimenter ce que cette personne-là veut expérimenter. Et je trouve que la force de la littérature fait que la personne peut vraiment se créer tout un imaginaire en lisant des mots. Et moi, je peux lire les mêmes mots et imaginer toute une autre chose. Donc ça, c'est la force de la littérature comparée à peut-être d'autres formes d'art. Et je trouve que c'est un gardien de la culture, en fait. C'est une façon aussi, à travers l'époque, non seulement de se raconter, mais aussi d'inspirer. En fait, la littérature crée aussi la créativité chez d'autres. Et ces personnes-là vont pouvoir se rattacher à des éléments de la culture qui sont nommés dans la littérature, créer des nouvelles versions de cette culture-là, évoluer. Donc, je trouve que la littérature a son importance comme toute autre forme d'art, mais si on parle de ces je sais pas moi, ces points positifs, moi, c'est ceux-là que je vois. Yeah. I think somebody said that literature is actually the psychic history of a people. You have the history, the so-called logical history. We know it's not. We know it's rarely ever the truth, the full truth. But literature is the psychic history of a people, which I find to be a quite interesting statement. Other people would say, I've heard somebody say recently that without my stories, it's as though I don't exist. So you need that. It's central or essential to one's identity. Okay, I think in a sense you began touching on the second question: how might literature enable people of different cultures to understand one another? You began touching on it, Jason, and Elena, you've touched on it somewhat. Je sais que Webster n'a pas besoin de traduction, mais je vais le dire alors par politesse. Comment la littérature peut-elle aider les cultures différentes à se comprendre? Ah bon. Peut-être. Elena, est-ce que tu allais y aller? Ben, en fait, merci beaucoup à Ariane. Ariane, la soldate. Merci, qui est toujours présente pour nous inspirer. En tout cas, bref, merci. Elle a écrit, elle m'a corrigé en fait, mais aussi elle nous informe que la citation, c'est An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times. Donc, c'est la citation de Nina Simone. Merci, Ariane. Ouais. OK. Merci. Ben, est-ce que je te coupe? Je ne sais pas si tu allais... Non. OK, désolé. Je suis en train de me rappeler de la question. OK. Mais ce que j'allais dire, en fait, peut-être pour relier les deux, la question précédente puis celle-ci, c'est que, en fait, un des grands avantages de la littérature, pour moi, c'est le temps et la profondeur. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en un livre, on peut aller beaucoup plus profondément et prendre beaucoup plus de temps que, par exemple, écrire une chanson. Une chanson permet de passer plusieurs messages. Bon, je vois toujours par rapport à mon expérience personnelle, excusez-moi, mais je pense que l'avantage de la littérature, c'est effectivement de pouvoir prendre le temps d'aller en profondeur et de mieux expliquer bien des choses. De là,
l'importance, entre autres, des livres et de pouvoir transmettre ces connaissances-là. C'est-à-dire, justement, comme on dit, de communauté en communauté, de peuple en peuple, de continent en continent, de transmettre ces expériences-là, mais avec toutes leurs nuances aussi. Parce que j'ai l'impression qu'une nuance ne peut que s'installer avec le temps et la profondeur. C'est-à-dire que plus on va dire, plus on peut nuancer puis faire ressortir toute la complexité, que ce soit d'une histoire, que ce soit d'un peuple, que ce soit d'une personne. Et je pense que c'est le rôle que peut jouer la littérature. Et il y a aussi tout cet acte, je dirais, de résistance, de réappropriation aussi, comme on a vu le Charanta Diop au Sénégal, Aimé Césaire, Édouard Glissant, donc des gens qui ont utilisé la littérature pour pouvoir se positionner et dire à la face du monde, nous voici, et vous allez arrêter de nous définir. Nous nous définissons, nous autres mêmes, à travers ces œuvres, à travers ces bouquins. Donc, encore une fois, il y a bien d'autres avenues, mais dans le cas qui nous occupe ici, on parle de littérature. Et je pense que c'est le rôle de la littérature aussi, c'est de pouvoir participer à son autodéfinition. Exactement. Oui, exactement. Tu as cité Chikanda Diop. Moi, je pourrais ajouter alors Achebe, alors chez les Nigériens, etc., ou les Afro-Américains, en effet. Alors, la littérature pour des peuples noirs était une bonne source de correction de beaucoup de mensonges qui ont été véhiculés contre nous, effectivement. Donc, mais la parole est à vous, pas à moi. Allez-y. Bon. Est-ce qu'on peut répéter la question? Qui no, parle? Elena started first. I can wait. OK. Allez-y. En fait, si on peut répéter la question, en fait. Oh, la question, c'est alors, comment la littérature peut-elle aider les cultures différentes à se comprendre? I'm going to build off of Webster a little bit. Go ahead. And I'm going to get a little political. So literature or any kind of art is a way of constructing a memory, right? And deciding who belongs, how they belong, and where they belong. So for me, literature is really a way of stating where I belong in this place and how people who look like me belong in this place. So it's a repositioning of the preferred narrative to sort of shifting the focus, back to that park bench. Look over here. Yeah. Oh, well, as a way of saying, I am present as well, I am present as well, and I've always been present. Yeah, exactly. Where's my bridge? Yeah, Exactly. Or let's talk. Or let's talk, yeah. Let's talk, You turn from your side of the bench and face me, and we would talk. Yes. Yeah. Okay. Qui parle, Elena ou Jason? I can try. Allez-y. I'm still not sure if I feel that I know the answer to that question. Okay. Well, I was asking myself while I was listening to Blossom, to Webster, I was thinking, I wanted to say first, literature is one of the most preserved or best preserved form of art. And I'm wondering, is it true? I don't know. I don't know if it's easy for different culture to understand each other through literature, but I feel like through time and eras, it's one of the ways that we have to enter the minds of that time and spend time with them.
But after that, I was trying to read. J'essaie de réfléchir à est-ce que vraiment la littérature a un pouvoir de plus que les autres formes d'art? Parce que je me dis, la danse aussi a été préservée, mais d'une façon aussi politique a été peut-être la plus détruite, la plus interdite. La musique aussi. En fait, de toutes les formes, de toutes les cultures qu'on a comme opprimées, qu'on a voulu effacer, mais c'est ces formes d'art-là qui sont parties et que nous, on est en train de retravailler, à comprendre, à décortiquer, décoder, se réapproprier. Mais sinon, j'avoue que je ne sais pas quoi répondre. J'ai plein de pensées, mais je ne sais pas. Mais je pense que les courants littéraires sont une façon de traduire les besoins d'une époque, les pensées d'une époque. Donc, si on peut être capable de comprendre sa culture, j'ai l'impression que pour comprendre l'autre, il faut se comprendre soi-même. Donc, j'ai envie de dire, j'ai plus envie de savoir comment on se comprend nous et nos ancêtres, nous, que les autres cultures. On dirait que je ne suis pas si intéressée à ça, en fait. Okay. Jason, adding anything? Yeah, I agree with you, Lena, that we have to understand ourselves from our own literature and know why it's important. And I think literature can teach us about other people, but just like, you know, being only about literature, not about, you know, the spoken word, we can learn about someone else by reading about them, but we have to still, you know, make that journey and put our hand out to spend the time with them, with that culture, and live amongst them and break bread with them to fully understand. I can learn a lot from you know, reading, you know, American novels or you know, Ghanaian novels, but being there is something else. And not to slight what literature is and its power and how it allows us to envision and understand what is there in the other culture. But I think we have to have common lived experience and conversation one-to-one to bridge that gap, because I feel like it can be a sketch that is colorful and profound, but it's also a matter of what you decide to read, what you decide to listen to, because. But literature might be an introduction to meeting that person in that other culture. Definitely, yes. I think what I want to add is that it's impossible to erase your own filters, your own thoughts about the other culture. You are your own foundation from where you start to learn about the other culture. So everything is processed through your imaginary, creative mind and your interpretation, understanding of the elements that are presented to you. So yes, you are getting to know that culture more, but do you really understand it if you don't live it? And if it's not yours? I don't know. You just learn more and more and more and more, and you make links, but maybe you don't understand it. Et j'aimerais, si je peux sauter, rajouter, parce qu'effectivement, des gens peuvent lire à propos d'une culture XY, mais ne pas être intéressés à rencontrer les gens. Je pense à toute la folie de l'orientalisme au 19e, 20e siècle, où les gens en Europe et en Amérique étaient fascinés par l'Asie, mais, excusez l'expression, mais se foutaient des Asiatiques. Hein? C'est comme si on veut faire un parallèle à l'époque de l'esclavage, où il y a bien des gens qui étaient contre l'esclavage, qui étaient pour l'abolition, mais qui demeuraient racistes. Hein? Ils veulent l'abolition, mais ils veulent envoyer les Noirs au Libéria, au Sierra Leone. Oui, mais ça, c'est, oui, effectivement. Effectivement, sauf qu'on entre dans ça, on entre plutôt dans une idéologie, il me semble.
Oui, mais moi, je parle des gens honnêtes, les gens honnêtes qui veulent vraiment comprendre, alors peuvent alors rencontrer alors une façon, une ouverture dans la littérature. Donc, bon, peut-être on pourrait passer à la troisième question qui est qui nous touche alors, directement. In Quebec, there are many immigrant writers, i.e. writers who were shaped by a non-Quebecois culture. What is the value of such writers to their ethnic group, first and foremost, and to the broader culture? And I'll read it in French. Au Québec, il y a beaucoup d'écrivains d'origine non québécoise. Quelle est la valeur de ces auteurs, d'abord à leur culture d'origine, c'est-à-dire leur communauté ethnique, et puis à la collectivité? Thinking of Roy Hodge, for example, Kim Thuy. It's two examples. Rodney Saint-Éloi. You, Webster. Well, no, you were born here, right? You were born here. You're excluded because you've been shaped in part by largely by Quebec society, by the literature that you would have encountered, for example, in school. I mean, I happen to know that, having been a high school teacher myself. Go, yeah. Who wants to take that one on? Okay. Go ahead. Okay, Jason. I think I saw your hand go up first. Go ahead. I think it says to us that our narratives have a place, that we belong, that we have value. It reaffirms us. It strengthens us. I mean, I think also going back to what Elena was saying about reading our own work and our understanding our heritage in terms of the literature. I remember, you know, as a young adult, wanting to read everything that was Black at a certain point, and just absorb as much as I could get my hands on, to understand myself and also understand what I was not being told, because I remember watching a PBS special, Eyes on the Prize. And learning about Fred Hampton and learning about the Black Panthers, who I didn't know about. And as much as it is not Canadian history, I think that was the first moment where I said to myself, how come no one told me about that? I was upset that that knowledge was not imparted to me. I mean, but that's, you know, for my parents, that is not a direct experience that they lived through as West Indians in Montreal. But for me, I saw myself in terms of fear of law enforcement and how real it is, and the capacity of what one human can do to another human. And I think when we see and feel our own stories, or stories that are similar, it reaffirms our humanity and our place here. And that's really important, because there's so many moments that make us feel like we don't belong. To have a book and a narrative that you can relate to, that says to you, you are here, you belong here, you have a history here, that, as Blossom was saying as well, that is extensive, more extensive than most people understand. You just kind of feel more grounded and rooted, that you cannot be uprooted from a place that you belong, when you know that you belong. All right. You want to pick, anybody wants to take that up, continue from where Jason's left off, or amplify what Jason said? Webster, est-ce qu'il y a pas eu un moment où toi et moi, on a voulu parler en même temps? Vas-y, Oh. je vais aller. Vas-y.
OK. Parce que c'est ça. OK. Ben, en fait, je veux prendre le temps de lire qu'est-ce que Ama, qui parmi nous, a écrit. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais ça m'a l'air trop puissant. Les chansons de gestes en Afrique de l'Ouest, chez les Akans, mon peuple, très puissant pour comprendre les traditions, l'histoire, préservée dans le temps. Malgré les influences coloniales, l'Afrique n'a rien à envier. Attends, je grandis mon écran. L'Afrique n'a rien à envier aux autres continents car la littérature écrite et pas seulement l'oral est présente depuis l'Antiquité. Les écrits guèzes en Éthiopie, les écrits swahili, les différents empires ouest-africains, poèmes lyriques, textes religieux, etc. La littérature, ou du moins sa conception occidentale, a plutôt été destruction, imposition et utilisée comme une arme de guerre d'effacement. Merci. Aïe, aïe, aïe. Merci à toi. Oui et non. Je serais d'accord jusqu'à un certain point et je proteste aussi. Oui, Quand on lit, par exemple, la poésie de Walt Whitman, alors ça trompe dans cette description-là. C'est sûr que, alors, si on prend un exemple comme Kipling, par exemple, if we take an author like Kipling, yes, that sort of categorization is correct. If you take an author, for example, like Whitman, that's not true. Or James Baldwin, even somebody like Theodore Dreiser, for example, people who really come to terms with their society, explore what's wrong with it and want things to change, want a better world, and so on and so forth. Si je peux... Oui, allez-y. Si je peux rebondir sur ce que vous dites, je pense que ce à quoi la dame faisait référence, c'était le concept de littérature européen occidentale versus le concept de non-littérature en Afrique. C'est-à-dire que en s'imaginant qu'il n'y a pas de littérature en Afrique, les Occidentaux en ont fait une arme coloniale pour dire « nous sommes évolués, vous ne l'êtes pas ». Et même, on le voit ici en Amérique, comme chez les Aztèques, où les conquistadors sont arrivés, ils ont volé les livres. Ils ont dit « non, ces gens n'ont pas de livres, ils ne savent pas écrire ». Mais pourtant, il y avait une littérature aztèque. Oh, ouais. Donc, je pense que c'est vraiment, c'est pas nécessairement sur le point de vue des auteurs individuels où je crois qu'on peut aller en chercher ici et là, d'un côté qui vont supporter la thèse, d'un autre côté qui vont la défaire. Mais il y a une littérature orale aussi. Alors, je me rappelle un auteur, alors, dont je ne me rappelle pas exactement le nom maintenant, qui disait tout simplement comme nous, on a toujours lu des romans. C'est tout simplement que ce n'était pas écrit, c'était oral et c'était là. Alors, on peut parler aussi des griots en Afrique qui retenaient alors des histoires. Yeah, so I should say what I just said in English. I'm just saying that, I recall a First Nations author saying that First Nations have always had novels. It's just that they were not written down, but they were there in the culture. And, there is a case of the griot on the African continent who were indeed the people who held the stories of the culture, and they possessed the literature and they were vehicles of that literature. But I mean, I grew up in a society and Jamaicans as well, people in the Caribbean, where we always had Anansi stories and so on and so on. That's literature. That's part of the oral literature. And they still influence my work today. So, yeah, so the definition of literature, as I see it, is not strictly speaking something that is page bound. Okay, all right. I'm gonna jump in. Okay. Sorry. Okay. I would love if Ama could also come
maybe later on yeah, in the question, in the discussion, yes, sure. Okay, because that was an important to a comment that she made, yes, yeah. Oui, and I didn't feel up to that knowledge to like empower it enough. Mais par rapport à la question nommée, l'importance des écritures de néo-québécois, ben, je pense qu'on peut aussi être, quand on est un immigrant de deuxième génération, donc enfant d'immigrants, on peut être à notre façon aussi néo-québécois. Je pense que c'est un choix de s'identifier comme tel ou pas. Peut-être néo-québécois dans le temps, pas néo-québécois comme si c'est une nouvelle identité, parce que c'est des identités multiples qu'on porte à la fois de notre culture de nos cultures d'origine et aussi de la culture dans les cultures dans lesquelles on vit, parce qu'on est aussi dans les cultures autochtones, même si elles sont écartées et effacées. Ceci dit, moi, je vois que c'est très important et j'ai envie d'amener, sans lancer le débat, je suis désolée, mais j'ai envie d'emmener l'importance justement de tous les course outlines, comment on appelle ça encore? Les livres, tout ce qui va être traité dans un cours à l'université, course outline, je ne sais pas comment on le traduit. Pardon? Syllabus, course description. Description du cours, OK, oui. Plan de cours, ou syllabus. Plan de cours, les mêmes, OK, parfait. Donc, le syllabus et le plan de cours d'une classe à l'université, pour moi, donne vraiment le ton aussi la diversité des univers qu'on va apprendre. Et pour moi, il y a une part que j'entends moins dans le discours sur le mot haine qui est beaucoup sorti dans les histoires par rapport à les universités et la liberté d'expression, etc. C'est que, en fait, la question de contexte, mais surtout la très, très minime présence de personnes noires dans les syllabus et que le seul moment où on parle de personnes noires dans les syllabus de littérature et tout ça, c'est souvent avec le mot haine. Pour moi, le fait qu'on ne balance pas ça avec la richesse intellectuelle de néo-québécois qui sont là depuis plus de 100 ans, il y a différentes cultures qui sont ici présentes et qui peuvent parler en leur nom, mais aussi qui ne parlent pas seulement des oppressions qu'ils vivent, qu'ils parlent aussi de leur univers, de leur créativité, etc. S'il y avait une belle représentativité de ces différents univers dans les syllabus et qu'ensuite on nommait, donc on n'était pas réduit à un petit paragraphe un peu ou un seul livre pendant le mois d'histoire des Noirs ou un seul livre qui parle de notre misère, car on est beaucoup plus grand que nos misères. On a aussi des richesses à partager. Donc, pour moi, ça répond à cette question-là, en fait. L'importance de pouvoir savoir qu'est-ce que les gens avant nous avaient à dire, avant notre génération, qu'est-ce que les gens de notre génération ont à dire. Je pense que en fait, on a plus un problème il n'y a pas assez de personnes, de discours auxquels on peut avoir accès de néo-québécois. Et pourtant, il y a plusieurs types de discours, mais on s'arrête toujours au même. Donc, après ça, donc voilà, j'ai mis... OK, je vois. OK, bon, le temps s'écoule. Can I want to answer that, Nigel? I'll make it fast. You have to be very quick though. I will be very quick. Yeah. For me, the question was a little bit troubling because I felt as though it's one of those questions you only hear asked of authors that come from communities that are othered. Mm-hmm. We never say, like, do you consider yourself a writer or a white writer? Like, you will never hear that. But you will hear, do you consider yourself a writer or a Black writer? So I was a little troubled by that question, as if we have to prove that our work is of value, that the work itself cannot be the proof.
in defense of myself, I should say that, you know, I'm in the process of reading Hispanic writers and people who call themselves multicultural writers in the United States of America. And a huge argument that they make is that their culture has been marginalized, and their writing, I'm thinking of Sandra Cisneros, for example, The House on Mango Street. And she makes that argument that she is glad that her work is there to enlarge the space of Hispanic culture within the United States of America. And so the society as a whole could have an pursue, a sort of an inroad into understanding Hispanic culture. It's in that context. I mean, when I don't know Lebanon, for example, when I read the works of Rory Hodge, I am delighted. It's an inroad. When I read Caroline Vu's work, it's an inroad into that. And I love that. I try to read all the writers I know, Gloria Mache, for example, or I try to read everybody because I just find the whole thing enriching. And it's in that particular context that I frame the question. Okay, then I'll reframe my answer. It's no, enriching. that's fine. That's fine. That's fine. Okay. I mean, I am a firm believer that literature opens up everybody's culture to everybody who wants to understand that culture. Yeah, sorry. I mean, so probably I come from an ideological position. I mean, I don't write necessarily with that in mind. And in fact, the next question is, when you write, do you think of such issues? But we won't have time to discuss that. Go ahead, Elena. I feel like also the power of having access to these stories, this literature from Neo-Québécois, is also to normalize the denormalization of one type of discourse. Just the fact that very quick we are uncomfortable to talk about our identities or our dynamics of race and the power dynamics between different races. Like if ever we had more access to different discourses from and identities and stories of Black people, of Asian people, of Indigenous people, but like so as much as we have access to Euro-descendant stories, then we would never be uncomfortable to just talk about it. It's just because we always have to calculate the spaces where we talk about it, the way we talk about it. We don't have to calculate the way that we talk about Euro-descendants, like when they speak about themselves. So, and that's great, but it's also great that we have the same space. And for me, that's even more important to have access to this discourse, because what we have access to right now doesn't represent our daily lives. What we have around us, it really doesn't reflect the art that we have access to. And we should be comfortable to be able to talk about ourselves in any circumstances. I don't know. I mean, I'm not sure that I'm not sure that comes up. I'm not sure that that's implied in the question. No, I'm not saying that. Okay, all right. I care about this topic, so I'm sharing it. Okay, all right. You say you're just adding to say that, yeah, all right. This so little you're saying, I think what I'm hearing you say is that yes. There is a certain, you feel that there is a certain ghettoization of No. Oh, okay, no. I don't like that word, sorry. Okay, but sorry. If I could say something. No, yeah, but. Elena, I have the same feeling that if we had, like, we do have to check ourselves sometimes when we're talking about our own work or work from people in different areas, not because we're in a white space, but to quote Claudia Rankine, because there's just a lot of white people in the space where we are. But the space is also our own. And sometimes, always. Yes.
sometimes it's not easy. Sometimes you're just too tired. You know, you left your armor at home and you just like, you know, I'm going home and having a donut later. Yeah. Some days, but some days you are. You take up that space and you talk about your work and actually, because I wasn't seeing myself in art, and when I say art, I'm meaning literature, visual arts, everything. That actually was the seed for my work in progress that made me want to do the collection I'm working on now. Webster, yeah. You've been excluded from the conversation. So do you have anything to add? Oui. Oui, allez-y. Oui, non, mais je ne sais pas si vous vouliez passer aux questions. Parce que la prochaine question? Non, mais parce que je sais qu'il y avait des questions du public aussi. Donc, OK, très bien. On passera à la discussion alors, du public. Bon, yeah, allez-y. If I may, déjà, si vous permettez, je voudrais remercier nos invités. Merci infiniment. Merci pour cet échange qui devrait, à mon humble avis, se poursuivre en subdivision parce qu'il y a tellement de matière qui a été couverte là. Et si vous permettez, j'aimerais remercier particulièrement Webster de nous avoir fait l'honneur de la primeur de son texte. Merci. Merci beaucoup. J'ai vu une question dans le chat. You want me to go with it, Nigel? Okay, sure, go ahead. Okay, from Esme, who is it who gets to define literature? I think it's the writer who decides what's literature, but go ahead, Webster. Nous, chaque personne. Exactly. It's the writer. Donc, la personne qui fait la littérature. Oui, it's the person who writes. It's also the readers, right? Yeah, but the reader, yeah, but there is a symbiosis between the writer and the reader. Yes. Et je peux passer à une autre question du public. Pour Webster, I am curious, do you inject African oral tradition into your music or poetry? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que si je le vois, si j'ai envie de le mettre, oui, mais je dirais, est-ce que le lien que j'ai avec cette africanité, c'est parfois d'utiliser du Wolof, entre autres, qui est la langue parlée par mon père. Donc, parfois, je peux faire rimer des mots, des expressions en Wolof, mais je n'ai pas inséré nécessairement des traits, des caractéristiques de l'art oral, à part le fait justement que ce soit un art oral, de l'oralité, de transmettre des histoires. Donc, pour moi, c'est ancré dans cette pratique-là, dans son essence même. Mais à partir de là, je n'ai pas inséré des traits particuliers. D'accord, merci. Nigel, est-ce qu'il y avait autre chose? Je ne vois pas d'autres questions. Is there any? No, I don't see any. I don't see any questions. There are a lot of comments, so if everybody can take a minute and look at the comments. I mean, if that's the case, we could certainly. There is this issue about which I cover in the fourth question. The third question was about immigrant writers sharing their affirming their reality in their work, and at the same time sharing their work with the host society. And the fourth question was, do you think of these issues when you write?
and when you're promoting your work. And Blossom, I think you started saying something about that. Maybe you could continue. Yeah, and it'll just show the hypocrisy of my last question a little bit, the last answer. So I do, my work in progress right now, like Webster, I'm touching on Black Canadians who've made a contribution to Canada between the years of 1604 and 1917. And the reason I started this project was there were two things that happened close together. I was at the Musée des Beaux-Arts à Montréal, the Montreal Fine Arts Museum, and there was a exhibit by the Montreal Painting Society, and they had depictions of people and sites of Montreal, and there wasn't a single Black person in any of the paintings. You know, and I remember saying to the person I was with, oh, I guess Black people weren't in Montreal in 1930, you know. And then I think it was around the same time the Quebec government updated their history books. Once again, no Black people in the history book. And that's why I decided to start that project. Those were the seeds. I was just, I was tired of complaining, so I thought I should do something. That was what I did. Okay, in a sense, yeah, I mean, exclusion and claiming your space. Yes. Yeah. Did I answer the question, or did I just, I think I rambled. No, in a way, yes. Yeah. Yeah. Bon, est-ce que vous pensez à ce que votre art, votre écriture apporte à la société lorsque vous l'écrivez, lorsque vous faites la promotion? You might not want to do it, but trust me, your publishers very often do. Go, you know. Elena, vu que tu t'es unmuté, est-ce que tu veux y aller? Allez-y, Webster. Ah non, moi je suis unmuté depuis tantôt. Ah, ok. Parce que sinon, je me trompe tout le temps. Je laisse. Okay. Vas-y, Webster. Bon, merci. Eh bien, je vais construire ou continuer sur ce que Blossom disait, parce que c'est particulier, parce qu'on dénonce beaucoup qu'on veut nous enfermer dans des cases, qu'on nous dise Black Writer XY, mais on travaille beaucoup ces questions-là. Et donc, c'est comme on refuse de se faire enfermer, mais on va choisir, nous, comment on s'y place. Okay. On a beaucoup de travail à faire quant à l'afro-canadianité ou l'afro-québécité. Parce qu'on connaît beaucoup nos héritages à l'extérieur du Canada, mais on connaît peu l'histoire même de cette africanité canadienne. Et c'est pour ça que je suis content de t'entendre, Blossom, qu'on puisse raconter ces histoires-là aussi, parce que tant qu'on ne les raconte pas, eh bien, on ne sera pas dans les peintures du Musée des Beaux-Arts et on ne sera pas dans les livres d'histoire, parce que la narrative nationale a été construite où est-ce qu'on est exclu. Je veux dire, il y a une présence de plus de 390 ans, une afro-présence ici, mais elle a toujours été invisibilisée. Et cette présence, et c'est une lutte. Que récemment, j'apprenais qu'il y avait déjà une grande grève générale à St. Catharines en Ontario, parce que les coachs, les calèches, refusaient de transporter les personnes noires à l'époque. Et donc, les serveurs de 2 hôtels, American Hotel et St. Catharines House, ont refusé de rentrer au travail pendant 1 mois. Et ça fait bouger les choses. On parle toujours du boss boycott à Montgomery, en Alabama, en 1956. Eh bien, un siècle avant, ça se passait ici. Où à l'époque, quand les slave catchers remontaient jusqu'ici et les gens résistaient, sortaient dans la rue, étaient 100, étaient 200 pour aller chercher des jeunes qui se faisaient capturer. Donc, toutes ces notions de résistance ont été extirpées de notre histoire, ce qui fait que finalement, quand on veut regarder l'afro-passé ici, c'est comme si on ne voit rien. Et donc, je crois qu'en tant que personne afro-canadienne, j'ai envie de dire un devoir
mais je ne le dirai pas parce que c'est aux gens qui ont envie de le prendre. Mais je ne veux pas enfermer toute personne afro-canadienne ou est-ce que tu es noir, tu dois absolument parler de ça. Je pense que les gens doivent pouvoir frame eux-mêmes comment ils ont envie d'aborder ces questions ou pas. Mais, et je vais parler comme dit Blossom, l'hypocrisie dans ce que je dis en ce moment, c'est que, où je me sens hypocrite, c'est que quand une personne, une star noire ou XY ne prend pas position dans l'espace public sur ces questions-là, je vais dire, mais pourquoi elle ne prend pas position dans l'espace public? Tu vois? Et donc, c'est comme, et c'est là que je trouve difficile, c'est que j'aimerais qu'une personne avec la stature dise, oui, telle chose ou telle chose, mais d'un autre côté, je ne veux pas qu'on enferme les gens dans cette posture-là. Et donc, je ne sais pas. Tout ça pour dire, je ne sais pas. C'est un issue qui est compliqué, mais je crois qu'on doit en discuter. Là. But you are your best example of that. I mean, your work, a significant amount of your work in Quebec City is actually, comment je dis ça, unearthing that history and presenting it to anybody who wants to learn about it. That's in large measure what you do in Quebec City. So you're a stellar example of what it is you're talking about. Ah, merci beaucoup. Yeah. Elena? Well, I'm a person who doesn't have a lot of filter. I often speak my mind, and I don't do it intentionally. I just don't know how to gauge sometimes. And so I'm usually very easily politicized. And but I would say no, actually, to the question. I don't think about the impact of the art that I create. I don't think that it's going to be presented anywhere, because me creating art was at a very young age, but understanding that it could be shared with someone came at a very late age. And for me, it was my way of understanding things. So I write to answer to questions that I have. Like, j'écris pour me répondre, en fait. Yeah. J'écris pour comprendre. Yeah. Et c'est le processus de créer qui, à la fin, fait que j'arrive à un certain sentiment de paix avec quelque chose qui bouillonnait en moi. Et il y a des moments, il y avait une période de temps où j'écrivais que des chansons grivoises. Puis ça, c'était comme mon truc. J'écrivais juste des chansons sensuelles. Puis ça, c'était mon trip pendant longtemps. Puis des gens qui me connaissent maintenant ne comprendraient pas à ce moment-là, mais c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et maintenant, tout ce qui sort, c'est politique. Mais en fait, non, pas maintenant, mais ma dernière vague de création a été très, très, très politisée. Et là, maintenant, j'ai l'impression que j'ai fait la paix avec ça. Je me suis expliqué beaucoup de choses à moi-même. Et maintenant, j'ai comme une espèce une petite pause où j'ai fait des nouvelles formes d'art pour voir qu'est-ce qui est encore en moi. Et je me rappelle, j'avais été dans un atelier de méditation afrofuturiste et ça m'avait marqué. La personne qui donnait cet atelier-là, là, j'ai un blanc de mémoire, je suis triste d'oublier son nom, mais en tout cas, bref, superbe personne artistique qui est aussi spoken word artist et qui habite à Toronto, une personne noire, et qui nous expliquait que le savoir est en nous à travers dans notre DNA. Notre DNA, c'est du stockage of knowledge. On n'a plus besoin de demander aux autres de nous apprendre sur nous. Il faut juste s'écouter. Puis notre corps va nous répondre, va nous expliquer quelle est notre histoire et tout. Donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, quand je crée de la musique, j'ai une période où j'écoute beaucoup de musique et après ça, j'arrête et je ne veux plus avoir d'entrée créative pour voir qu'est-ce qui sort quand moi, je fais un son. Quelle est ma voix naturelle non influencée de quoi que ce soit? Qu'est-ce qui est mon écriture quand je ne suis pas influencée de quoi que ce soit? Donc, c'est après que je vois les résultats et que j'apprends, ben c'est de ça que je voulais parler. Voilà. Jason, we've excluded you from the conversation. Oh, you've excluded yourself. Okay. Now we want to bring you in. Yeah. I'm listening. I think for me, I want what I write
to be, universal. And I'm not always writing about my Blackness explicitly, but I feel like my Blackness and this existence within this body and my history inspires me. Exactly. And I don't think all the poems are explicitly about my identity within the context of my Blackness, but I take pride in being who I am and coming from where I come from. And I don't I don't want to feel like I have to, validate or be the person to humanize Black people through my work all the time, because that's a heavy burden to bear. But at the same time, I take great pride in being who I am and coming from where I come from. And I want to celebrate that. And when I see, us do what we do, especially like yesterday with the Grammys and everything with, Kaytranada and like I'm proud. And I'm always going to be proud of those that are around me, when they're doing what they're doing. But I also want to see that they, elevate to the point where they're seen beyond us just being Black writers. That's really important. Yeah, I just want to say that I've made a list of various events that are taking place in the community. So check in the chat, you will see them there. One International Women's Writers Committee Zoom event. There is Montreal Speak Up. There's an event by Sharon Lax, and there is the launch soiree. They're all in the chat. I've mentioned them there. Yes? I'm sorry, there is another question, if I may. Go ahead. Okay, so Jim says, one or two of our panelists are community organizers. Parenthèse, as I was for 40 plus years, fermez la parenthèse. Is there a relation between their art and their organizing? So is there a relation between your art and your organizing? The question is for our panelists, right? Yes. I think what the question is addressed to Blossom, therefore, and well, there are me. Well, there are. To some extent, all four of them are involved in community organizing. Mm-hmm. And Jason has hosted various events. Webster, you're very much a part of hosting events. Mm-hmm. So I guess all four of you should probably answer the question: the relationship between your art and your organizing, if there is one. Je peux peut-être y aller, parce que je ne suis pas un community organizer comme les autres, mais la question me touche et chacune des personnes a mentionné quelque chose que je trouvais important par rapport à l'art et qui me rejoint. C'est-à-dire, entre autres, le fait que, pour ma part, je fais une différence entre le rap, qui est ma forme principale d'art. C'est-à-dire, ma forme d'art, pour moi, c'est le rap. Les autres découlent du rap, si on peut dire, que ce soit les livres, que ce soit des expositions. Donc, c'est la créativité que j'ai peaufinée à travers le rap qui m'a permis d'aller autre part. Mm-hmm. Toutefois, il y a une différence parce que le rap, je m'adresse à moi-même quand je rappe. Avant, je rappais vers l'extérieur. J'avais un rap qui était, et Elena, le lien est avec toi ici, c'est que je rappais très politique. Avant même, mon rap que je faisais à l'époque, j'appelais ça du terrorisme. Terrorism. Mm-hmm. Et à un moment donné, je me suis dit que je devais avoir peut-être une approche plus positive. C'est-à-dire que je rappais beaucoup de négativité et je me disais finalement, la personne qui est le plus exposée à ma musique, c'est moi-même. Parce que je pratique, je rappe, j'enregistre, je fais les concerts. Donc, je ne voulais pas juste feed de la négativité et me nourrir de la négativité. Parce que le rap, une chanson, c'est un poème, c'est comme une prière, c'est comme un mantra.
Ce sont des choses que tu répètes, et finalement, tu deviens, tu deviens le texte, tu deviens la musique, tu deviens ce que tu te nourris. Et c'est comme ça qu'à partir de ce moment, j'ai pris un tournant et j'ai rappé positif. J'ai rappé force, courage, respect, honneur. J'ai rappé résilience, j'ai rappé tout ça pour me nourrir moi. Et pour faire le lien, entre autres avec Jason, ce que tu disais, c'est que finalement, je n'ai pas besoin de me rapper mon blackness. Je n'ai pas besoin de me dire que je suis noir parce que I'm beyond that, as myself, tu vois? Et donc, pour moi, j'ai un peu, pour le rap en tant que tel, des fois, je vais parler de ces questions-là, on s'entend, mais je me permets d'aller partout et nulle part à la fois. Et je vais raccourcir, mais aussi avant, on me qualifiait toujours le rappeur engagé. Le rappeur engagé. Mais finalement, plusieurs médias ne font que nous mettre dans des boîtes avec ça. Donc, on va me sortir de la boîte juste pour le rappeur engagé, puis on me remet dans la boîte, on me range jusqu'à la prochaine fois qu'on a besoin de rappeur engagé. Mais je dis, mais je suis plus que ça. Je suis plus que ça. Je ne suis pas juste le rappeur engagé, je suis le rappeur de toutes choses. Et donc, j'ai sorti mon rap de l'engagement pour aller ailleurs. Je me suis libéré de cette boîte-là. Partout où j'avais envie d'aller, mais tant que ma vie, elle, soit engagée. Et c'est pour ça que dans ma vie, j'ai un engagement. Mes projets artistiques en dehors du rap sont engagés ou touchent des dynamiques très précises. Mais si vous allez écouter le rap que je fais en tant que tel, eh bien, ça va dans tous les sens. Et c'est la différence que j'ai envie de marquer ici pour tenter de répondre à la question. Merci. Merci. Oui. Other comments? Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, Webster. Puis moi, les dernières, comme je disais, la vague que j'ai eue, la dernière grosse vague de créativité de chansons a été très, très politisée. Puis j'ai vraiment canalisé une énergie. Maggie, qui est là, à un moment donné, ça m'avait marqué. J'avais fait une prestation, une chanson. J'ai une chanson qui s'appelle Les Ancêtres. Et j'imaginais les ancêtres, mes ancêtres haïtiens, qui me parlaient et qui me disaient, on ne s'est pas battu pour avoir la révolution pour que tu sois dans cet état. Et pour moi, j'ai comme une espèce de méditation que je fais avant de rentrer dans cette chanson et quand je la fais, j'ai une énergie bizarre. Ben, pas bizarre, mais qui n'est pas la mienne que je porte tous les jours et je peux vraiment pas la porter tous les jours. Et je me rappelle, Maggie, tu me corrigeras, mais Maggie m'a dit mon regard a changé quand j'ai chanté cette chanson-là. Et je pense que ça m'avait marqué ce moment-là de réaliser je ne peux pas porter cette énergie aussi souvent. Mais il y a des moments où c'est important de chanter. Donc, j'ai commencé, moi, à verbaliser, à dire aux gens, j'ai plus envie vraiment de faire de spectacle parce que j'ai envie de raconter autre chose, mais j'ai envie de vivre pour savoir qu'est-ce que je veux raconter. Mais pour moi, par contre, quand je suis allée au Congo, dans la ville Pointe-Noire, et aussi à Douala, au Cameroun, pour chanter, pour moi, là, c'était significatif et il y avait quelque chose de puissant de chanter cette chanson-là. Et vraiment, je pense que je ne la chanterai jamais de la façon que je l'ai chantée là. Puis par rapport à l'organisation d'événements, quand j'étais en création littéraire, on nous parlait beaucoup de ne pas faire de la prise en charge. Il y a quelque chose qui, ça m'avait marqué aussi, de ne pas comme guider la personne pour lui dire « Salut, je me sens triste, je veux que tu saches que je me sens triste ». Au lieu de dire « Merde, aujourd'hui, c'est horrible, je ne me comprends pas », puis peut-être qu'on peut comprendre la même chose. Et je trouve que des fois, dans les événements communautaires, on veut trop en mettre pour tout. Moi, j'essaie de voir l'intersection entre deux pensées auxquelles qu'on a de la misère à laisser vivre ensemble. Souvent, mon art et ça, comme deux personnes ont dit une phrase pendant qu'ils marchaient que j'ai croisée, ça a percuté dans ma tête et je me dis, mon Dieu, mais moi, j'ai entendu d'autres mots et ça me perturbe pendant un moment. Puis là, j'ai besoin d'explorer cette idée-là. Ben, je fais la même chose pour les projets communautaires. Je me dis, ben, de quoi on ne parle pas ou qu'est-ce qui nous rend mal à l'aise en ce moment? Allons créer un espace pour briser cette barrière-là,
cet inconfort pour que finalement, on se sente mieux ancré, puis de dire, OK, on a passé à travers, on a réglé ce problème-là, ou au moins, on se donne la permission d'y travailler. Donc, voilà. Okay, I have a feeling that we probably have come to the end of the session. Is there another question, Maggie, that you've seen that I've missed? There isn't any other question. Okay, Jim good. added I would direct everyone to read the comment about the the next speaker up Thursday, March 25th. Mm-hmm. And there is the launcher soiree, which is on the 18th, I think, which is mentioned here. Yeah, it's on the 18th. The Zoom link is for that. There is an event on March 28th with a Zoom link as well. And then another event here on Sunday the 21st, which also has a Zoom link. Well, thank you. I enjoyed this discussion. It has certainly given me a lot to think about. I agree with 3/4 of it, and I have to say I disagree with 1/4. That's great. We probably should have this again. You know, we probably should. So thanks again to the audience, I've had a wonderful evening talking over these things, and I hope it has been the same for you. Thanks again. Thank you so much. All right. Thank you. Thank you to all of you. And since this is our last session for the series, really we want to thank again BCRC for having afforded us this opportunity. Special thanks to Samantha, who has accompanied us technically and otherwise throughout the series. And we will hope that Lecture Logos readings will take up again, maybe. Possibly in May. Possibly. Possibly. For our 6th anniversary, minus 1 year. Wow. All right. Minus 1 year. Yeah. Okay, right. So thank you Thanks all. again. Take care, stay safe. Thanks. Thank you so much. Awesome. Thank you to everybody who was here. Take care of yourself. Yes. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night, good night, good night. Good night. Good night. Thanks again.